Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à mon petit entretien qui a lieu exceptionnellement au C30. Habituellement, c'est à l'espace conférence, mais c'est ici pour des raisons sanitaires, en fait. Je vais vous présenter dans un instant notre invitée, nulle autre que Anne Panasok, mais je vais d'abord faire quelques petites annonces. Je pense que le son n'est pas égal, hein? Attendez. D'abord, le livre Awashat, est-ce que c'est... Comment? Wasset. OK, excusez-moi. Il est présentement à la coop à 25 % de rabais. Donc, pour ceux qui souhaiteraient se le procurer par la suite, à 25 % de rabais à la coop du Cégep. Et vous avez également ici 3 exemplaires qui vont être tirés à la fin de la rencontre. Donc, gardez votre petite étiquette que vous avez reçue au début de la rencontre pour pouvoir peut-être être l'heureux élu avec une édition en fait, un ouvrage de ce livre. Également aussi, les questions qui vont être posées, je vous invite fortement à poser des questions. Je pense que Mme Panasok est très, très ouverte, donc ça serait bien que vous puissiez poser des questions. C'est un sujet aussi qui, nécessairement, à mon avis, va soulever certaines émotions parce que c'est quand même un sujet assez sensible et intense. Il y a 2 micros, un ici et un juste à côté de Julie. Et donc, si vous voulez poser des questions, c'est à des fins d'enregistrement pour que ça soit bien entendu. On vous demanderait de ne pas seulement lever la main et rester à votre place, mais vraiment vous lever et venir poser la question au micro. Et puis enfin, dernière chose, à la bibliothèque, à notre belle bibliothèque au Cégep, ici, il y a présentement une exposition en lien avec ce sujet-là. Il y a en même temps aussi une exposition en lien avec le mois de l'histoire des Noirs, j'imagine. Fait que si vous voulez aller faire une petite visite, vous pouvez faire... une pierre, 2 coups en même temps. Et donc, rapidement, je me présente. Mon nom est Annie Nantel, professeure d'anthropologie au Cégep Édouard-Montpetit, donc ici. Et notre invitée est Anne Panasok. Bonjour, Anne. Bonjour, Annie. Qui est journaliste à Radio-Canada durant 38 ans. Remarquez qu'elle a de l'air d'en avoir 48. Et également formée en anthropologie. Donc, éventuellement, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu aussi, peut-être est-ce qu'il y a des atouts à être anthropologue lorsqu'on part faire du journalisme d'enquête auprès des Premières Nations. Et elle vient aujourd'hui, en fait, nous parler de son livre, en fait, qui est le résultat d'une enquête qui a commencé, en fait, en 2014 et qui va se poursuivre pendant 7 ans. Est-ce que c'est conclu complètement? Il y a comme encore une suite, quelque part, à travers ce que vous faites maintenant. Il y a une suite. C'est ça, hein? Oui, et donc, OK. Et donc, qui va l'emmener auprès des communautés d'abord Innu, sur la basse Côte-Nord, mais ensuite Atikamekw, Anishinaabe et aussi Cri et Yu également. Donc, elle a commencé cette enquête-là sur la basse Côte-Nord à la demande de parents qui avaient perdu des enfants et qui restaient dans le doute depuis des dizaines d'années, à savoir des enfants qui avaient disparu au début des années 70 et parce qu'ils avaient été malades et tout ça, partis vers des dispensaires, des hôpitaux, mais jamais revenus, puis ne jamais avoir vu ni le corps de l'enfant, ni l'acte de décès et tout ça. Donc, des parents qui restaient dans le doute. Et Anne est venue, en fait, pour les aider dans cette enquête-là pour découvrir la vérité. Finalement, Anne, vous avez découvert que l'étendue des abus était beaucoup plus large que ça allait de l'agression sexuelle à des abandons forcés d'enfants, etc. Bref, et que les Pères Oblats aussi, donc une organisation, une congrégation religieuse qui avait un mandat de christianiser et sédentariser les derniers groupes semi-nomades du Québec, donc avait un rôle particulièrement important à jouer là-dedans. Et donc, vous avez plongé dans certaines des heures, on peut dire, les plus sombres de l'histoire coloniale du Québec et du Canada. Puis j'imagine aussi qu'il y avait toute une charge émotive qui pouvait être associée à ce type d'enquête. Ça aussi, pas maintenant, mais j'aimerais que vous nous en glissiez peut-être un mot tantôt, à savoir comment vous avez pu vivre ça aussi, vous, émotivement, en tant qu'humain. Humain, maman et grand-maman aussi, hein, parce que j'imagine que, veut pas, ça nous touche aussi personnellement. Mais avant de laisser la parole donc, à Anne, qui pourra vous expliquer davantage le contenu et le contexte de l'enquête, je vais vous lire ici un petit extrait que j'ai choisi parce que, pour 2 raisons, en fait.
La première raison, c'est que cet extrait-là, pour le mettre en contexte, elle est à ce moment-là dans la communauté de Wemotaci. Il y a des Atikamekw, évidemment, mais il y a aussi des Anishinabés qui sont là pour, en fait, témoigner de ce qu'eux ont vécu. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils en parlent, ou du moins publiquement. Donc, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion et tout ça. Puis, ils racontent, en fait, notamment à travers tout ça aussi, l'ampleur des traumatismes vécus, un peu aussi pourquoi ça a été si peu cité, dans le fond, si peu discuté, pourquoi que c'était gardé secret. Et puis, enfin, pourquoi je l'ai choisi aussi, c'est qu'à la toute fin, bien, ils interpellent aussi notre action à nous. On peut regarder cette histoire-là un peu comme des gens passifs, si on veut, des spectateurs, mais dans le fond, on est acteurs aussi dans cette histoire-là. Ça s'est passé avant, ça s'est passé par des gens qui ne sont pas nous actuellement, mais les traumatismes, les stigmates de tout ça, c'est encore là et c'est nous maintenant qui sommes là. Donc, à la fin, il interpelle, dans le fond, les Allochtones contemporains à agir eux aussi dans la réparation qui est nécessaire là, pour rétablir des relations plus saines avec les groupes autochtones, rétablir aussi la confiance qui certainement a été brisée par toute une longue histoire coloniale subie. Donc voilà, je commence tout de suite et je laisserai la parole à Anne tout de suite après. À tour de rôle, les représentants des familles se lèvent et nomment l'enfant recherché. Un silence douloureux de 30, voire 40 ans vient de prendre fin. J'ai l'impression d'assister à un moment historique. Les familles sont décidées à obtenir la vérité. Il s'agit aujourd'hui de déterminer les actions à entreprendre. Toutes les réunions se tiennent en langue atikamekw, ce qui me complique la vie. En même temps, cette vigueur manifeste de la culture atikamekw me rassure. Par ailleurs, je remarque également la présence d'Anishinabés. Sont-ils eux aussi pour des enfants disparus? Ben oui, il y en a plein. Comment ça, il y en a plein? Ben ça a toujours été comme ça. C'est normalisé, banalisé dans notre tête. À cause des régimes des pensionnats dans lesquels on enlevait les enfants, on les envoyait à l'école, puis tantôt on prenait des enfants qui sont malades parce qu'ils ne savent pas soigner leurs enfants. Richard Kistabiche est un Anishinabé de la Première Nation Abitiwini. Je l'ai croisé dans le passé alors qu'il était le grand chef de sa nation. Il est aussi grand physiquement, un vieux chêne. Quand ça se répète tout le temps, les mêmes actions, les mêmes gestes, tu finis par t'habituer à voir les enfants disparaître. Fait qu'à force d'en parler, puis de répéter ces histoires-là, puis de les entendre, tu finis par atteindre les grands-parents, les parents de ces années-là. J'ai perdu un enfant, moi aussi. Quelle année? Je ne sais pas. Mais j'ai perdu un bébé. Il n'est jamais revenu. Vous autres, vous êtes revenus du pensionnat, mais pas le bébé. C'est épouvantable, les histoires qu'on va entendre. Richard m'explique le silence des parents pendant des années, voire des décennies. Un silence que mon cœur de mère et de grand-mère arrive encore mal à saisir. Parler de ces affaires-là qui nous font mal, c'est pas glorifiant. On a toujours été humiliés, rabaissés. Alors, parler qu'on a perdu un enfant, arrête donc de niaiser. Il y a des choses plus importantes que cela. Voyons donc, perdre un enfant, voir si c'est important. C'est à peu près l'attitude qu'il y avait dans ce temps-là. C'était comme cela. C'est comme ça que c'était. Tu vas où quand tu as perdu un enfant? Le curé veut rien savoir, le gouvernement veut rien savoir. Il n'y a personne qui veut rien savoir de ça. Alors, tu te la fermes, puis t'endures, puis t'encaisses. Les enfants étaient amenés de force dans les pensionnats, arrachés à leur famille, me rappelle Richard. Certains ne revenaient pas, d'autres étaient envoyés à l'hôpital et ne revenaient pas non plus. Une normalité monstrueuse. Et dans tous les cas, le silence coupable. Il faut crier, il ne faut pas pleurer en silence, il faut crier fort, me dit Richard Kistabiche. Pour les enfants, les gens crient, cherchent, mais il n'y a pas de réponse encore. Cela démontre l'efficacité du système qui a été mis en place. C'est vraiment fermé, scellé, c'est barré à triple tour et ils ont jeté la clé à quelque part. On ne la retrouve plus. Il faut trouver d'autres manières de les faire péter, ces serrures-là, autrement que par les cris. Il faut se battre. Autrefois, ces gens-là, au lieu de crier comme on le fait aujourd'hui, autrefois, ces gens-là se tuaient. La douleur était trop immense. Cela faisait trop mal. Cela vaut la peine que nous, Radio-Canada, moi, une blanche, parlions de ce que vous avez vécu. C'est essentiel. C'est essentiel que vous contribuez à ça. Cela fait partie de vous-même aussi. C'est votre histoire aussi. C'est indéniable.
Vous êtes rattachés à ces affaires-là, peut-être moins durement que nous, mais c'est quand même vos ancêtres qui nous ont fait subir ces affaires-là. Et pour redresser cela, on a besoin d'aide dans toutes ses formes. Alors, à partir de maintenant, je laisserai Anne poursuivre. Et vos questions, on les garde à la fin, en fait, hein, je pense. Donc, à la fin, il y aura une séance de questions. Donc, si elles vous viennent en tête au fur et à mesure, écrivez-le, gardez-le à votre esprit. Puis, au moment des questions, vous pourrez vous diriger vers un micro à ce moment-là. Alors, bonne conférence. Oui, Wemotaci. Wemotaci, ça se trouve, il faut se rendre à la Tuque. Et là, prendre une route forestière pendant 1h30 pour se rendre à la communauté de Wemotaci. Et c'est une route qui existe uniquement parce qu'il y a de la coupe forestière. Elle n'existait pas avant qu'on donne des permis pour la coupe de bois dans cette région-là. Et les gens s'étaient réunis à Wemotaci parce qu'ils avaient réalisé finalement qu'ils étaient plusieurs familles dans plusieurs communautés à avoir perdu des enfants à la suite d'une évacuation médicale. J'appelle ça comme ça, une évacuation médicale. Ils avaient décidé de se regrouper, de s'organiser, de créer une association qui d'ailleurs existe maintenant, qui s'appelle Awashak. Et le titre de mon livre, Awasat, je pensais jamais, comme c'était un écrit, je n'ai pas pensé qu'il faudrait peut-être le dire, ce mot-là. C'est un peu ridicule, mais ça vient du mot was, awas, qui dans toutes les langues algonquines veut dire la même chose, c'est enfant. Et au pluriel, il y a le AT qui indique le pluriel, mais en général, ça c'est en Innu, Awasat. Ils ne prononcent pas le A vraiment très fort, c'est Wasat. C'est pas important. Awashak, qui est en Atikamekw, qui veut dire petit être de lumière, c'est ça que ça veut dire, petit être de lumière, donc existe depuis cette rencontre-là à Wemotaci. Et dans le passage que tu as lu, Annie, tu sais, je dis à Richard, est-ce que ça vaut la peine que moi, une blanche, je m'excuse d'utiliser cette expression-là, mais donc une Québécoise, je fasse ce travail de raconter ce qui s'est passé chez vous? Est-ce que ce ne serait pas à vous de raconter ce qui s'est passé? Et je veux parler un petit peu de moi avant de parler de la démarche du livre et aussi de certaines affaires. Je vais absolument vous parler du rire et d'autres choses que j'aime tant chez les Atikamekw, les Inuits et les Cris. Je ne suis pas autochtone. Panasok, c'est un nom bélarusse. Mon père a émigré. Mon père est un immigrant, ma mère est de la Beauce. Donc, je suis née ici, mais je suis donc une Québécoise. Et pour eux, ils m'ont parlé, ils savaient très bien à qui ils parlaient. Ils ont parlé à une journaliste qui était à l'émission Enquête, à Radio-Canada. J'étais là 38 ans à Radio-Canada, les 10 dernières années à l'émission Enquête. Donc, ils savaient délibérément qu'ils parlaient à une journaliste, qui était pour raconter les affaires de façon nationale, donc à la télévision quand même. Hein, ils étaient pour être vus, moi je travaillais à la télévision. Être vus, entendus, ils savaient ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient décidé qu'ils étaient pour prendre la parole. Mais j'ai besoin de retourner un petit peu dans le passé pour que vous compreniez pourquoi ils me faisaient confiance, parce que c'est une question de confiance, hein, beaucoup. C'est que j'étais anthropologue. Avant d'être journaliste, j'étais anthropologue. J'ai fait mon cours à l'Université de Montréal et celui qui m'a amené à m'intéresser aux Autochtones, c'est Rémi Savard, qui est décédé maintenant, mais qui est un anthropologue qui travaillait beaucoup sur le structuralisme. Je vous mets au défi de tomber en amour avec le structuralisme de Lévi-Strauss, là, c'est assez complexe. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il utilisait le structuralisme pour analyser les mythes autochtones. Et il était très lié aux Inuits. Et comme professeur, il nous racontait à ce moment-là qu'ils avaient passé le dernier hiver avec les gens qui étaient encore nomades. Les Inuits de Pakwashipu ou Pakwashipi, on le dit de deux façons différentes, c'est la dernière communauté autochtone à avoir été sédentarisée au Québec. Ils ont eu leur première maison en 1972. Ça vous apparaît peut-être lointain, là, mais c'est pas si loin que ça, là, on parle. Les gens qui vivent aujourd'hui ont vécu sous la tente, ils ont vécu encore comme nomades. Quand ils ont eu leur maison, les maisons n'avaient pas d'électricité, il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas de fosse septique, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien de tout ça, il y avait une maison, des murs. Mais quand même, il racontait, lui, avoir vécu donc le dernier hiver avec les Inuits de Pakwashipi sous les tentes avant qu'ils se soient sédentarisés. Et c'était très attrayant pour moi d'essayer de comprendre comment des gens dans notre propre pays, hein, on partage ce territoire, vivaient, comment ils pouvaient penser, comment ils s'inséraient dans la modernité. Et de fil en aiguille, je vais quand même passer rapidement, les Atikamekw et les Montagnais, comme on les appelait à l'époque, les Inuits, étaient en train de préparer leurs revendications territoriales.
il y a eu la Convention de la baie James. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vous en avais parlé. Bon, les Cris et les Inuits avaient négocié la Convention de la baie James et les Inuits et les Atikamekw avaient dit c'est à notre tour de déposer nos revendications politiques, mais c'est aux Autochtones à prouver quel est leur territoire traditionnel. Et donc, Rémi avait été engagé par une association qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait le Conseil Atikamekw-Montagnais, pour tracer ce territoire traditionnel, cette carte-là. Et il avait engagé 2 étudiants, dont moi. Donc, j'ai habité la Basse-Côte-Nord pendant un temps pour travailler avec les Inuits à dresser le territoire. Où vous allez chasser, quels animaux vous allez chasser, où allez-vous piéger, quels fruits vous cueillez, où vous allez pour cueillir, et donc l'histoire avec les aînés. Et j'ai eu un crash course, parce que je suis tombée en pleine guerre du saumon. On parle de la fin des années 70, c'est vrai que je suis vieille. Hein? La fin des années 70, j'étais là, et tout à coup, la Sûreté du Québec débarque, parce que les Inuits avaient décidé de revendiquer des rivières à saumon qui, jusqu'à ce moment-là, étaient encore privées. Il y avait 55 rivières à saumon de Tadoussac à Bras-d'Or. 27 étaient encore clubées, c'est-à-dire pas accessibles au public, pas accessibles aux résidents qui habitent à côté, et surtout à côté des communautés autochtones. Alors, Ouachat, près de cette île, la rivière Moisy était fermée aux Inuits. La rivière La Romaine, ça a l'air bizarre à dire, mais la rivière La Romaine est près de Mingan et Quanichit maintenant. Les Inuits n'avaient pas le droit d'aller chasser là, d'aller pêcher là. Natashquan non plus, ils n'avaient pas le droit d'aller pêcher à la rivière où ils campaient. C'était clubé, c'était des messieurs, des Américains beaucoup qui venaient pêcher. Et donc, ils avaient décidé de revendiquer les rivières, ce qui a été très mal perçu, parce que ça avait été promis par le gouvernement. À ce moment-là, c'était le gouvernement péquiste qui avait dit on va essayer de décluber les rivières. Ça ne se fait pas en criant ciseaux, parce qu'il y a certaines rivières qui appartiennent à des clubs extrêmement privés et riches. Et il y a des rivières qui ont été carrément achetées. Il y a encore des rivières dont le lit même, le lit de la rivière, appartient à des individus. Donc, c'était assez complexe. Ils avaient donc commencé à revendiquer, à faire des manifestations. Et moi, j'ai été pris dans ce tumulte-là, à assister aux réunions le soir de décision, qu'est-ce qu'on était pour faire, quels moyens on était pour prendre. Et à cette époque, les réunions duraient des heures parce que tout le monde a le droit de parole et il n'y a pas de vote. C'est unanimité. On s'entend à l'unanimité sur l'action qui va être entreprise. Ça durait des heures, je peux vous dire. Et les Inuits, ce sont des orateurs. Ce ne sont pas des gens de l'écrit, ce sont des gens de l'oral. Et donc, quand une personne prend la parole, ça dure longtemps. Mais donc, j'ai eu un crash course extraordinaire et j'ai découvert des choses chez eux qui m'ont beaucoup plu et qui m'ont permis, justement, même dans le cadre du livre et de la recherche, de survivre à tout ça. Le rire. Je vous ai pris j'ai quelques photos à vous montrer. Le rire. Vous voyez ces 2 dames-là qui rient, là? Moi, j'ai pas une conversation avec un Innu ou un Atikamekw où il n'y a pas un rire quelque part. Et j'ai beaucoup pratiqué l'autodérision avec eux. Alors, on est très... Ils me trouvaient bien ridicule, souvent. Moi, j'arrive à l'heure. Une réunion à 7 heures, j'arrive à l'heure. La porte est fermée. Ils riaient de moi. N'importe quoi, là. Tu sais, nos habitudes, comme journaliste, d'être aussi à l'heure. Tu sais, je vais être là à 8h moins quart. Ben oui, 8h moins quart, tu sais. Un peu ridicule. Le rire, donc, et l'autodérision, ils me l'ont beaucoup, beaucoup appris. Puis cette photo-là de ces 2 dames-là, qui, encore aujourd'hui, s'habillent comme ça. C'est le bonnet traditionnel des Inuits de la Basse-Côte-Nord. Vous ne verrez pas ça en ville, là, évidemment, mais elle le porte encore aujourd'hui. Il y avait une autre photo, je voulais vous montrer. Ici, c'est avec une équipe de télé. Celle qui est à l'avant-plan, en bleu, c'est une preneur de son, puis je suis avec mon caméraman, on est à Pacoashipi. Et les gens qui rient, là, vous les voyez à gorge déployée, c'est un couple qui a perdu, attendez, Jean-Marc, ils ont perdu 3 enfants à la suite d'évacuation médicale. 3 enfants pour lesquels l'enfant est parti seul à l'hôpital de Blanc-Sablon. Il n'y a pas de route, c'est une région où il n'y a pas de route. Il est parti seul à l'hôpital, sans escorte, donc sans les parents. On n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. On apprend tout à coup entre les branches, et parfois c'est même des années plus tard que l'enfant est décédé, mais on ne l'a pas vu, mort. On ne sait pas de quoi il est décédé et où il est enterré. Alors, ce couple-là qui a perdu 3 enfants,
on est capable encore de rire le soir quand on mange ensemble. Puis c'était une question ridicule parce que quand on va à Pakwashipi, il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de restaurant. Donc, quand je vais là moi-même ou pour un reportage, je demande toujours à une famille de nous cuisiner, faire de la cuisine pour nous, de faire des repas pour nous. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'on mange du lièvre, puis du caribou, puis des bonnes choses comme ça. Et ils avaient préparé du lièvre, pardon. Et l'équipe avait dit, venez manger avec nous. Et puis, la preneur de son, Diane, elle se met à servir tout le monde copieusement. Puis finalement, pour elle, il ne reste pas grand-chose. Puis là, il la voit manger, puis il n'ose pas rire. Mais finalement, il restait juste les dents. Il restait juste la mâchoire. Puis là, on a ri comme des malades. Et c'est comme ça avec les Autochtones. Et c'est quelque chose, le rire médecine, c'est vraiment utilisé par eux. Et c'est pour ça que le livre de Serge Bouchard, qui s'appelle « Le peuple rieur », je ne sais pas si vous avez entendu parler de Serge Bouchard, l'anthropologue, un de ses derniers livres, je me demande si ce n'est pas son dernier, parce qu'il est décédé dernièrement, c'est « Le peuple rieur ». Et Rémi Savard avait écrit un livre auparavant qui s'appelait « Le rire précolombien ». Le rire est utilisé comme pour dénouer les tensions, comme rire médecine. Oh, non, je pensais que j'avais d'autres photos de rire, peu importe. Ah, le rire. Et l'autre aussi aspect, et c'est paradoxal parce on parle de perte d'enfants, c'est l'amour des enfants. Ils aiment profondément les enfants. Et moi, quand je suis arrivée là, sur la Basse-Côte-Nord, jeune femme qui voulait prouver que je pouvais faire tout ce que je voulais faire dans la vie, avoir des enfants, c'était le dernier de mes soucis. Et loin d'être une priorité. Et je le dis encore aujourd'hui, publiquement, si j'ai eu un fils, je n'ai qu'un fils, j'ai plusieurs petits-enfants par contre, c'est grâce à eux. Ils m'ont appris à aimer les enfants, à prendre soin des enfants, comment l'enfant est justement un petit être de lumière et qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir un enfant dans la maison. On pourrait y revenir. Donc, comme anthropologue, je suis tombée comme dans un crash course et j'ai la guerre du saumon et j'ai décidé de faire à ce moment-là mon mémoire de maîtrise sur justement qu'est-ce qui est arrivé aux rivières à saumon. Donc, c'est une ethno-histoire des rivières à saumon. Et c'est quelque chose qui leur a servi par la suite dans leurs revendications de chasse et de pêche. J'ai fait ça avec l'autre étudiant, justement, qui avait été engagé par Rémi Savard. Et à cause de cette connaissance-là des Inuits, quand Radio-Canada a ouvert un poste à Sept-Îles, c'était un poste pour la Côte-Nord, ils cherchaient quelqu'un qui connaissait les Inuits. Et je vous ramène, là, on est vraiment 82, j'ai commencé à être journaliste, 82. Il n'y avait pas de journaliste autochtone. Et ils cherchaient quelqu'un qui parlait un peu, qui comprenait, qui amènerait les Inuits à écouter Radio-Canada et qui parlerait des Inuits. Là aussi, je vous fais grâce là, de tout le processus. Et j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand je suis revenue de la Côte-Nord, on avait organisé avec Rémi Savard et la Ligue des droits de l'homme à ce moment-là, ça s'appelait comme ça, avant de s'appeler la Ligue des droits et libertés, toutes sortes de rencontres avec des Autochtones. Les Inuits dissidents de la Convention de la baie James, les Dénés des territoires du Nord-Ouest qui étaient contre un pipeline. Et donc, j'avais eu à communiquer beaucoup avec les journalistes, puis ils me disaient, mon Dieu, tu es assez bonne en communication. Bref, je suis partie sur la Côte-Nord comme journaliste, et je suis restée sur la Côte-Nord pendant au moins 5-6 ans à travailler comme journaliste, avant de venir à Montréal et travailler aux affaires publiques essentiellement. Moi, je suis vraiment une fille d'affaires publiques davantage que de reportages nouvelles. Et j'ai fait aussi des reportages concernant les Autochtones pendant que j'étais à Radio-Canada, à l'émission Enquête. Donc, tranquillement, il y a une confiance qui s'établit, on dit « on te connaît, toi, on te reconnaît. » Et lorsqu'ils ont décidé de parler justement des enfants disparus, puis qu'ensuite, ils ont décidé de parler des exactions commises par les Oblats, ils savaient très bien à qui ils parlaient. Je dis souvent, tu sais, c'est pas un hasard. Ils savaient très bien que c'était pour se retrouver partout sur la place publique. Et le livre a commencé... En fait, moi, j'ai fait des reportages à la télévision, d'abord, concernant les enfants disparus à Pakwashipi, ensuite les Atikamekw, des reportages aussi sur les agressions sexuelles commises par les Oblats, et un balado en 8 épisodes qui ramène l'essentiel de tout ça. Et c'est l'éditeur qui m'appelle et qui me dit « On aimerait mettre ton balado en livre. » C'est un peu étrange, là, tu sais. Je me semble, après avoir fait 3 reportages télé, un balado en 8 épisodes, pourquoi un livre? Et finalement, je dis non, ça va rejoindre d'autres personnes. Le livre va durer. Les reportages télé ne durent pas beaucoup. Hein. On va rarement sur YouTube écouter des vieux reportages d'enquête, là.
Je vous le suggère, mais je vous donnerai les titres plus tard, mais ça ne vit pas longtemps, un reportage radio, un reportage télé. Un balado, oui, plus longtemps. Puis ça donne une autre couleur. Ça permettait de raconter un peu plus comment moi-même, intimement, j'étais mêlée à ça. Donc, de mon passage d'anthropologue à journaliste, pour le livre, ou toute l'histoire, en fait, plutôt des enfants disparus, c'est pas juste le livre, c'est une amie qui m'appelle, de Natashquan, Marie-Marthe Malek, puis qui m'appelle, puis qui me dit, il faut que tu aides une femme, une Odette, là, elle s'appelle pas Odette du tout, c'est sa sœur qui s'appelle Odette, une femme de Pakwashipi, elle cherche sa sœur. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Elle cherche sa sœur. Elle dit, oui, sa sœur est partie à l'hôpital de Blanc-Sablon dans les années 70, elle n'est jamais revenue. Et là, ce qui était troublant, c'est qu'elle me dit, elle s'est rendue à l'hôpital de Blanc-Sablon, puis elle a demandé l'archive médicale de sa sœur. Et on lui a répondu, ça n'existe pas. On n'a pas de nom. On n'a rien sur ta sœur. On s'est dit, mais où alors? Et là, j'ai dit, Marie-Marthe, il faut que je parle à cette femme-là. Et on a une conversation, elle descend à Québec à un moment donné. J'ai une conversation avec elle. Et à la fin de la conversation, elle me dit, ouais, mais ma sœur, c'est pas la seule qui a disparu. Il y en a 8 autres. J'ai dit, comment ça? 8 autres enfants qui, dans une période de 18 mois, ont disparu. Et là, quand je vous dis 9 enfants dans une petite communauté comme Pakwashipu, c'est 20% des enfants. C'est 20% des enfants qui étaient partis à l'hôpital parce qu'ils étaient malades, partis sans escorte, sans les parents, et qui ne sont pas revenus, et pour lesquels les parents ne savent pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas d'avis de décès. Ils n'ont pas d'informations sur comment on a pris soin de leur enfant. Ils ne savent pas où ils sont enterrés. Alors donc, mon enquête commence là. Je demande des procurations aux parents, on fait des démarches, on obtient des informations. Les enfants sont décédés. Les enfants sont tous décédés, finalement, de maladies, par contre, qui, moi, m'apparaissaient, puis on est encore en train d'analyser ça, de maladies bénignes. Est-ce qu'on meurt d'une bronchiolite? Bon. Est-ce qu'on pouvait mourir dans les années 70 d'une bronchiolite? Il y a une enfant qui n'est pas morte, par exemple. Elle est morte, c'est un bébé qui a été laissé seul, probablement avec sa bouteille de lait, qui est morte étouffée. Mais là, on ne l'a jamais dit aux parents. Aujourd'hui, il y aurait une poursuite. Hein? Mais là, on n'a jamais dit ça aux parents. La mère l'a appris avec moi à l'hôpital de Blanc-Sablon quand on s'est rendu, parce que quand je me suis rendue à l'hôpital de Blanc-Sablon, après avoir demandé toutes les archives et tout, je me suis rendue avec 3 femmes. La communauté avait choisi qui était pour m'accompagner. Et la mère apprend avec moi que son enfant est morte étouffée dans son vomi. Et on a retrouvé les enfants au cimetière. On n'a pas retrouvé les tombes de tous, malheureusement. Mais ça a permis de faire un certain deuil. Vous pouvez comprendre, hein? Imaginez, votre sœur disparaît, là. Silence radio, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Parce que c'est ça, c'est non seulement l'enfant, bon, puis même si parfois ils avaient eu une information, ton enfant est décédé, de ne pas savoir comment, de ne pas le voir, de ne pas faire le deuil, de ne pas pouvoir l'enterrer. Ce silence-là, qui vient des institutions, est extrêmement pénible pour les parents. Perdre un enfant, c'est difficile, mais dans le silence comme ça, c'est inimaginable. Donc, on a ouvert les vannes. Donc, ce premier reportage-là m'a emmené, à un moment donné, Zatikamekw m'appelle, il y a une Atikamekw qui m'appelle, Annette Dubé. Elle me dit, nous aussi, chez Zatikamekw, on a perdu des enfants. Alors, on remet le travail. Oui, chez les Atikamekw. Oui, chez les Anishinaabe. Oui, chez les Cris. Alors, notre analyse, ce qu'on imagine, c'est que toutes les communautés, je dirais, éloignées géographiquement, ont perdu des enfants comme ça. Toutes les communautés, je dis éloignées géographiquement, peut-être aussi culturellement, qui n'avaient pas accès, ne pouvaient pas se rendre facilement à l'hôpital, ne parlaient pas français, il n'y avait pas de route pour s'y rendre, il n'y avait pas le téléphone à la maison, ils n'avaient pas les sous pour se déplacer, n'ont pas eu d'informations, ont perdu des enfants comme ça, perdu la trace des enfants. Parce que, je ne sais pas ce que vous connaissez des communautés autochtones, mais ça, c'est Wendake, près de Québec. Peut-être que vous êtes allé aussi à Ganawagé. À part le fait qu'il n'y a pas de nom de rue à Ganawagé, les maisons, ça ressemble à n'importe quel village. Là, Wendake, près de Québec, là, on se retrouve facilement. Mais dans les communautés éloignées, je me suis rendue encore dernièrement sur la Basse-Côte-Nord dans le cadre de mon mandat, dont je vous parlerai après. Il n'y a pas de route, là.
Il n'y a pas de route. C'est un paysage extraordinaire. Mais on se retrouve dans une communauté comme ça où on vient à peine d'avoir le réseau cellulaire. On vient d'avoir les réseaux cellulaires. Alors, les gens n'ont pas nécessairement Internet, ne sont pas habitués à ça. Le conseil de bande, là, évidemment. Ça, c'est la romaine, Wenamenshipu. Mais vous allez au centre du Québec, ici, c'est Wemotaci, justement, dont on parlait. Wemotaci, on peut se rendre par la route maintenant. Mais c'est des villages qui demeurent quand même assez isolés. Quand je dis que dans les années 70, 80, il n'y avait pas de route. C'est Manawan, Wemotaci, Opichiwan, il n'y a pas de route, là. Alors, quand l'enfant partait en hydravion ou en avion, c'était surtout l'hydravion à ce moment-là, ou l'hélicoptère à La Tuque ou à Amos, bien, que les parents devaient aller les voir, ben là, il faut canoter jusqu'au chemin de fer, prendre le chemin de fer, se rendre en ville. Là, avec quelle voiture, quel argent, est-ce qu'on parle français? C'était très compliqué pour plusieurs communautés, pour les parents de plusieurs communautés, d'avoir accès à l'enfant, d'aller le visiter. La même chose chez les CRI. Là. Il y avait, avant la Convention de la baie James, là, il n'y avait pas de route. D'ailleurs, pour venir négocier la Convention de la baie James, ils passaient par l'Ontario, les CRI, parce qu'il y avait une route, ils passaient du côté de l'Ontario et venaient ensuite à Ottawa pour négocier. Ottawa, parce que c'est une négociation avec Hydro-Québec, le Québec, mais aussi avec le gouvernement fédéral. Donc, les communautés sont très différentes, surtout plus on va vers le nord, plus on va vers une espèce d'isolement géographique, mais aussi une culture tellement différente et des services aussi déficients qui fait que les parents ont perdu la trace des enfants. Et ça, c'est important, ce que tu as lu, Annie, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui partaient au pensionnat, puis ils ne voyaient pas de l'année, puis là, il y a un autre enfant qui partait à l'hôpital, puis il n'y avait pas de nouvelles, puis comment on peut appeler? À Pakwashipi, il n'y avait pas le téléphone, là, pour appeler. On n'a pas de nouvelles. Puis ça peut rester comme ça longtemps. Et pour les Autochtones, que ce soit un pensionnat géré par les Oblats ou par le fédéral ou un hôpital québécois, c'est des institutions gouvernementales. C'est le gouvernement qui a mal agi. Est-ce que vous savez combien il y a de nations autochtones au Québec? Il y a quelqu'un qui pourrait essayer? Vous savez pas combien? Oui, vas-y. 13 ou 12. Un autre essai? Parce que c'est pas 13 ou 12, mais... Oui? 11. 11 nations. Tu as raison. 11 nations. Ça, c'était une carte du Québec. Alors, moi, je vous parle surtout ce que vous voyez en jaune au centre, comme au centre du Québec, là, au centre-sud, je dirais, du Québec. Ce qui est en jaune, ce sont les communautés atikamekw. Tout le long de la rive du Saint-Laurent, la rive nord du Saint-Laurent, ce qui est en vert, ce sont les Inuits. Mais toutes les communautés, parce que toutes celles qui sont plus dans le sud, pour le moment, on ne trouve pas... Enfin, on ne trouve pas. Je ne devrais pas parler comme ça. On n'a pas perdu des enfants. C'est vraiment les communautés du Nord qui ont perdu la trace de leurs enfants. Je ne me souviens plus ce qui est par la suite. Ah, OK. Donc, c'est les Inuits qui avaient décidé de parler, d'abord. Et ensuite, les Atikamekw ont parlé. Ensuite, et là, ils me disaient... il faudrait que tu t'intéresses aux Oblats. Parce que souvent, c'était le prêtre Oblat qui avait le téléphone, le missionnaire Oblat qui avait le téléphone, qui servait d'interprète auprès du gouvernement, qui décidait de beaucoup de choses dans la communauté. Et quand il y a eu l'enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues, c'est ça? NFADA, l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées ou décédées, en tout cas, NFADA, disparues, je ne sais pas, ça c'est pas disparu, mais... cette enquête-là qui a eu lieu sur les femmes autochtones, il y a des gens de la Basse-Côte-Nord qui sont venus aux audiences en disant, vous savez, le missionnaire Alexis Jovenot, là, qui décidait pour nous, il a agressé des générations de femmes et d'enfants, de gars aussi d'ailleurs. Il a agressé sexuellement plein de personnes. Ils sont venus raconter ça aux audiences. Et là, ça a été... je me souviens, moi, j'ai assisté aux audiences comme journaliste, puis c'était un catharsis. Parce que là, ils avaient décidé de le dire. Malgré le fait qu'ils sont très catholiques, ils avaient décidé que ça suffisait. Celui qui décidait que l'enfant partait, puis qui ne donnait pas de nouvelles, c'est parce que je n'ai pas parlé un peu de la déportation, je pensais que tu étais pour en parler, mais oui, était aussi quelqu'un qui agressait. Et là, les Atikamekw m'ont dit, « Oui, mais Anne, on te l'a dit, là,
Le prêtre qui était à Manawan, non, puis qui avait décidé que les enfants partaient, puis qui disait aux mères, fais-en d'autres enfants, c'est pas grave, fais-en d'autres. Bien, il agressait sexuellement. Alors là, j'ai décidé d'enquêter là-dessus, et une simple enquête journalistique, là. Dans 8 communautés, j'ai trouvé 10 missionnaires oblats qui avaient agressé des enfants. Beaucoup, c'est des petits garçons, certains, c'était des femmes. Et certains sur des générations, Ici, on est en territoire atikamekw, la photo. À Wemountachi, le père Couture a agressé sexuellement de dizaines de petits garçons. Lui, c'était des petits garçons qu'il aimait. Il les emmenait dans une pièce au sous-sol de l'église pour les agresser. Il les attirait avec toutes sortes de choses. Des bonbons, viens, j'ai des bonbons. Évidemment, des enfants vulnérables, des enfants qui avaient peut-être faim, qui n'avaient jamais mangé de fruits frais. Il faisait conduire son 4 roues et il les agressait. Et il y a des gars qui ont eu le courage de l'emmener, de se plaindre. Il y a eu un procès. Il y a eu 15 mois de peine, une sentence de 15 mois. Et la communauté des Oblats avait dit, ouais, mais plutôt que d'aller en prison, on pourrait le garder dans notre couvent. Il sera en contact avec personne. D'ailleurs, il l'avait fait disparaître en France un temps pour pas qu'il fasse faire ça à la justice. Le père Couture. On pourra en reparler si ça vous intéresse, les agressions sexuelles, parce que j'en parle dans le livre. Donc, comment se fait-il que les gens n'avaient pas d'informations? C'est que la personne sur qui ils comptaient pour avoir de l'information, le missionnaire au bloc qui avait le téléphone, qui pouvait appeler le gouvernement, qui pouvait servir d'interprète, était un agresseur, très souvent dans les communautés. On avait plus ou moins confiance en lui, mais on n'osait pas le dénoncer parce qu'on avait besoin de lui aussi pour certaines affaires. Et puis, c'est un représentant de Dieu, c'est ce que me disaient les Atikamekw, là. C'est un représentant de Dieu. Et puis, les enfants qui osaient se plaindre, des fois, ils se faisaient rabrouer par les parents en disant « On parle pas comme ça, tu peux pas parler comme ça, il peut pas faire ça, le prêtre. » Mais on a vécu ça aussi, hein, les Québécois francophones, vous le savez, il y a eu plein de recours collectifs, malheureusement. Mais là, ils ont décidé de parler. Et ça, c'est à Wemountachi, en territoire... C'est pas à Wemountachi, pardon, c'est près de Wemountachi, c'est en territoire atikamekw. Et c'est là qu'il y a eu un rassemblement de familles. Ça, c'est la photo aérienne, le rassemblement de familles. Les gens ont été campés, c'est l'été dernier, pour décider d'aller de l'avant, essayer d'obtenir du gouvernement d'ouvrir les archives. Et ils ont obtenu. Je vais vous parler de la loi 79. Je voulais vous montrer ce territoire-là, c'est parce que c'est magnifique et vous allez voir comment les gens qui étaient là avaient décidé d'apporter chacun un objet qui représentait un enfant disparu. Et ce qui est intéressant là, c'est que longtemps, c'est toute la question de la culpabilité dont tu parlais, Annie, longtemps, il y a des familles qui disaient « J'ai pas pu prendre soin de mon enfant. » Tu sais, vous pensez à une mère qui en perd 2, là, qui se dit « 1, ça va, mais 2, j'ai pas réussi. » Là. Comment ça se fait que j'ai pas pu le protéger? J'ai pas pu me rendre, j'ai pas pu aller, j'ai pas pu en prendre soin. Il y a une culpabilité énorme qui s'installe. Et là, tranquillement, les familles avaient compris que « Oh, je suis pas la seule, il y en a d'autres dans la communauté. » Mais je suis pas la seule communauté. Avec les reportages, finalement, qui étaient faits, c'est « Il y en a ailleurs. » Dans d'autres communautés, d'autres nations. Alors, finalement, ils comprenaient que c'était pas parce qu'ils n'avaient pas pu prendre soin de leur enfant, mais qu'il y avait là un système ou une façon de faire. Et au lac d'Essel, c'était au lac d'Essel où on était, les Inuits de la Basse-Côte-Nord ont décidé de devenir... c'est 2000 kilomètres. Il n'y a pas de route, là. Il a fallu qu'ils prennent l'avion, ensuite la route, qu'ils viennent ici, en territoire atikamekw, rencontrer les Atikamekw. Et là, il y avait aussi des Anishinabés, des cris pour réaliser « Hey, c'est pas juste moi, c'est les Autochtones du Nord où on a perdu la trace des enfants parce que les hôpitaux ne considéraient pas important, ne savaient pas comment faire, n'ont pas pris les moyens pour avertir les parents. Donc, ils avaient apporté des objets, puis j'ai pris quelques photos du lac d'Essel parce que j'ai campé avec eux pendant 4 jours. Et là, vous voyez l'autodérision, ils ont tellement ri de moi parce que moi, je fais du canot camping, ça fait que j'ai une petite tente, petite cafetière, tout est petit. Eux, leur grande tente, puis là, ils venaient bien déjeuner avec nous, tu fais pitié. Puis je disais, parlez-moi pas. Moi, je parle pas tant que j'ai pas pris 3 cafés. Là, alors, on a beaucoup ri, malgré la douleur qui était exprimée et la solidarité qui s'est installée, c'était extraordinaire. Alors, c'était des objets qui ont été apportés pour rappeler qu'il y a des enfants qui ont disparu.
Ça me touchait énormément, ça. Ces vieilles chaussures-là. Et là, c'est des Atikamekw. Alors, ça, c'est la dame dans le centre. Elle a perdu une enfant, puis on a beau chercher Elle a accouché. Elle avait été emmenée au sanatorium parce qu'elle était atteinte de tuberculose. Elle a accouché de l'enfant-là, puis ils ont décidé de la séparer de la mère, de l'emmener ailleurs. Puis elle l'a jamais revue, puis on n'arrive pas à trouver l'avis de décès. Il semble qu'elle a changé de nom en cours de route. On est en train de le chercher, là, mais... Ici, ce sont des Inuits, justement, qui étaient venus. Et celui qu'on voit dans le centre, c'est le chef de Pakwashipu, et qui disait j'aurais pu disparaître aussi, parce que lui a perdu des frères et des sœurs. Celle qui est à côté de lui, c'est sa mère. Elle a perdu deux filles. C'est elle qui a appris avec moi à l'hôpital de Blanc-Sablon que son enfant était décédé dans son vomi et non pas de maladie. Donc, c'est la douleur d'avoir perdu l'enfant et la douleur aussi de comprendre qu'on n'a pas pris le temps d'avertir. Pourquoi on me considère pas comme une mère? Pourquoi on n'a pas pensé que j'aimerais peut-être savoir qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant, puis où il est décédé, puis où est-ce qu'il est enterré? Ça aussi, je voulais juste mettre quelques visages. Ça, c'est des gens aussi de Pakwashipi qui ont perdu des enfants qui étaient là. Et là, je vous amène à elles ont perdu une sœur. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand je faisais ma recherche journalistique, et vous allez comprendre, je vais vous emmener vers la loi 79 qui a été promulguée, elles cherchent leur sœur. Leur père est toujours vivant. Et je disais, puisque votre père est vivant, on va demander le dossier médical. Un parent a le droit d'avoir le dossier médical de son enfant mineur. Sinon, vous ne pouvez pas demander une archive, le dossier médical de votre mère ou de votre frère ou votre sœur. C'est vous ou des parents ont le droit d'obtenir le dossier médical de leur enfant mineur. Et le papa avait beau signer tous les papiers puis dire on sait que l'enfant a été envoyé à la TUC, l'hôpital de la TUC. L'hôpital de la TUC nous répondait oui, mais vous n'avez pas de certificat de décès. Ben non, il n'y a pas de certificat de décès du directeur de l'État civil. On n'a même pas d'avis de décès. C'est ça qu'on cherche. On a besoin d'un avis de décès. Ah, oui, mais si vous n'avez pas ça, qui nous dit que cet enfant-là, aujourd'hui, n'est pas vivante et majeure? Et comme elle serait majeure, c'est à elle à demander son dossier. Fait que là, on tourne en rond. Le papa n'a jamais obtenu le dossier médical de son enfant. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de certificat de décès. Et c'est là que la loi 79 vient aider les familles, et ça m'amène dans mon nouveau rôle, parce que j'ai quitté Radio-Canada, j'ai pris ma retraite de Radio-Canada après 38 ans de journalisme. Il y a un an et demi à peu près. J'ai ensuite fait de la formation justement sur les reportages en milieu autochtone, les reportages, de la formation aussi aux journalistes, comment faire de l'enquête. Et le ministre, Yann Lafrenière, le ministre des Affaires autochtones, m'a approché pour me demander d'être sa conseillère pour une loi qui s'en venait, la loi 79, qui est une loi qui autorise, finalement, qui déverrouille les archives médicales et religieuses. C'est un titre épouvantable comme ça, je ne me souviens jamais du nom de la loi, mais la loi 79 fait en sorte que n'importe quel membre de la famille d'un enfant disparu, on s'entend, peut demander les dossiers. Peut demander les dossiers médicaux, peut demander les dossiers aussi des archives religieuses, quand on pense aux paroisses, aux congrégations. Donc, ça déverrouille les archives. Et j'avais suivi les travaux avec les Autochtones, parce que c'est ce que demandaient les Autochtones. Ils disaient, il faut commencer par donner des réponses aux parents. Et donc, le cas, ça, c'est Marie-Marthe Awashish. Écoute, moi, j'en revenais pas à son papa. Là, il est décédé, le papa. Émile, il est décédé, il n'a jamais eu le dossier de sa fille. Et là, la loi, maintenant, qui est en vigueur depuis le 1er septembre, permet justement aux familles de demander, de faire la recherche. On veut savoir ce qui s'est passé avec tel enfant qui a disparu. On pense qu'il est parti vers tel hôpital. Et il y a une direction donc de soutien aux familles qui s'est mise sur pied à Québec. Et moi, je suis devenue la conseillère spéciale auprès du ministre. J'aurais jamais pensé travailler avec le gouvernement et encore moins avec la CAQ, je vais vous dire, là, mais... La loi est bonne. Les Autochtones sont d'accord. Puis quand on m'a approchée, et je rappelle toujours que je suis une Québécoise, une Blanche, j'ai dit, là, il faut que je demande quand même aux aînés s'ils sont d'accord, à certains aînés, s'ils sont d'accord que je fasse ce travail-là. Et c'est ce que j'ai fait auprès de 3 aînés différents qui m'ont dit, oui, on a confiance. Et on a besoin de vous, les Blancs, les Québécois. Ce sont vos institutions qui ont fait ça aux Autochtones.
C'est votre gouvernement, vos institutions. On a besoin de votre collaboration. On vit sur le même territoire, mais il ne semble pas y avoir eu les mêmes services, les mêmes façons de faire. On a besoin de votre collaboration. Puis vas-y, Anne, tu es plus près du gouvernement que nous, tu parles bien français, tu connais la situation, on a confiance en toi. Il faut être de l'avant. Il faut commencer par réparer avant de parler de réconciliation. Il faut commencer par donner des réponses aux parents avant d'imaginer qu'on peut parler de réconciliation. Puis encore, je suis en contact régulièrement avec Alex Coucou, qui est un jeune homme, plus vieux que vous, là, mais qui est un homme qui a été agressé sexuellement par les Oblats. Puis il dit, on ne peut pas parler de réconciliation. Évidemment, si on est devant des familles qui ont perdu des enfants lors d'une évacuation médicale, qui ont perdu des enfants dans les pensionnats, les frères et les sœurs ont été, peut-être même les parents aussi, agressés sexuellement par les missionnaires. Certains ont été au pensionnat avec ce qu'on sait. Nous ne sommes pas devant des familles qui sont sereines actuellement et qui ont envie de parler de réconciliation. Ils ont envie de parler de réparation, avant tout. Réparer. Et la loi 79 permet de réparer ce petit aspect-là. Évidemment, on ne parle pas de revendication politique ni territoriale, mais commencer par répondre aux parents. Qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Quand on sait l'amour qu'il porte aux enfants, c'est primordial. Et après ça, on pourra passer à autre chose. Alors, mon job, c'est de faire le lien entre le gouvernement et les communautés autochtones. C'est pour ça que, en novembre, je suis partie avec l'association Washak en territoire pour aller raconter et expliquer la loi 79. Et là, aujourd'hui, la loi est en vigueur depuis le 1er septembre. Nous cherchons déjà 55 enfants. Et on vient juste de commencer notre travail. On vient tout juste de commencer notre travail parce qu'on n'a été que dans les communautés Innu de la Basse-Côte-Nord. On sait chez les Atikamekw qu'ils ont fait un décompte eux-mêmes. Il y a une quarantaine d'enfants. Rajoutez ça aux 50. On sait qu'il y en a chez Anishinaabe. On commence à faire il y a des demandes qui commencent à rentrer de la part des Anishinaabe, mais on n'est pas encore allé sur le territoire à cause de la pandémie. Les communautés ont été fermées. Mais on va se rendre chez Anishinaabe. On va se rendre chez les Cris, les Inuits. J'ose pas imaginer. On essayait d'imaginer combien d'enfants. Il y a certainement au moins 200 enfants comme ça qui ont disparu. Mais certains... oui, il y avait une photo, je vais vous montrer. Certains ne sont pas tous décédés. J'espère que je n'ai pas fait disparaître cette photo-là. J'avais une photo que je voulais vous montrer. Non, je l'ai fait disparaître. Désolée. Il y a des enfants qui ont été adoptés. Il y a des enfants qui avaient besoin de soins à l'hôpital, qui étaient loin de la famille et qu'on a placés en famille d'accueil en attendant pour qu'ils reçoivent des soins. Et puis, silence radio, l'enfant est resté dans la famille d'accueil. Il a été adopté. Dans un cas, on a retrouvé la femme à 40 ans aujourd'hui. On l'a retrouvée, elle a retrouvé ses parents biologiques, puis elle avait été placée, elle, à La Tuque, dans une famille. Elle dit, elle n'a pas manqué d'amour, là, elle a été bien traitée. Mais la mère posait des questions quand elle allait accoucher à l'hôpital. Elle est où ma fille? Puis on disait, elle veut pas te voir, ta fille, tu sais. Puis fais-en d'autres, enfants, tu sais. T'en as eu plusieurs, puis fais-en d'autres, puis ta fille veut pas te voir. Jamais d'information, pas capable d'aller la voir, placée en famille d'accueil. Et on a réalisé que le prêtre, toujours le même missionnaire Oblat, lui avait fait signer un consentement d'adoption. En fait, ce n'était pas un consentement d'adoption qu'elle signait, elle. Il lui avait dit, c'est pour que ta fille soit soignée. Or que c'était un abandon d'enfant. On sait qu'il y a un autre enfant, comme ça, il y a eu des adoptions. Là, on sait qu'il y en a un autre, là, on a retrouvé, qui a été adopté aux États-Unis, qui est maintenant aux États-Unis. Alors, il y a probablement pas beaucoup d'enfants qui ont été adoptés comme ça. J'ose dire ça, mon Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, la plupart des cas qu'on trouve pour le moment, ce sont des enfants qui sont décédés, mais on n'a pas averti les parents. Mais il y a des enfants qui ont été adoptés sans le consentement éclairé des parents, absolument. Ici, au Québec, dans les années 70-80. Oui. Alors, on a besoin, ils disent, on a besoin de votre collaboration, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous sachiez ce qui s'est passé pour que vous compreniez dans quel état nous sommes aujourd'hui. On peut pas, c'est pas Yukaidi, Yukaida, là, on va chanter ensemble la réconciliation, là. Je vous le dis, c'est loin d'être ça. Très loin d'être ça. Et vous savez, vous avez certainement entendu l'histoire de Joyce Echaquan. Alors, tu sais, tout ça fait en sorte que, les institutions québécoises, pour le moment, ils ont besoin qu'on fasse la preuve que les choses ont changé.
pas quel temps il y a déjà une heure. Oui, je ne sais pas si vous avez des questions ou si, Annie, tu penses qu'il y a quelque chose sur lequel je devrais revenir. Je n'ai pas parlé de la déportation. Allô? Oui, ça serait peut-être une bonne idée de parler un petit peu aussi, parce que ça fait quand même partie du même grand contexte au départ. Et puis, éventuellement aussi, j'aurais aimé si tu avais pu, Anne, parler un peu des impacts au niveau des rapports intergénérationnels que ça a créé. C'est comme on voit justement le silence de certains, de pas nécessairement toujours bien comprendre pourquoi l'autre génération agit d'une telle façon avec nous. Fait que ça peut créer doute, colère, incompréhension. Mais ceux qui ont été au pensionnat, au pensionnat, c'était à l'année, coupés donc de leur culture, des parents, mais de leur culture, de leur langue. Ils n'ont pas développé de très bonnes habiletés parentales, disons-le comme ça. Pas de bonnes habiletés parentales. Ils reviennent dans leur communauté, il n'y a pas de travail. Il y a une scission qui s'est faite avec les parents, ils comprennent plus ou moins la langue. Il n'y a pas grand-chose à faire dans la communauté, pas suffisamment scolarisés pour aller en ville puis avoir un bon job. Il y a eu beaucoup de consommation, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de consommation, puis il y en a encore malheureusement aujourd'hui. Et les enfants en souffrent. Et là, il y a toutes sortes d'études biologiques qui sont en cours, puis qui ont été faites, puis qu'il y en a d'autres en cours, qui expliquent cette transmission qui se fait générationnelle. Quand on a un mauvais parent qui est alcoolique, qui ne sait pas comment prendre soin, l'effet que ça fait, évidemment, pour l'enfant, vous pouvez bien vous douter, là. Mais il y a aussi une transmission même physique de ça. Probablement un état de stress qui s'installe beaucoup chez l'enfant, qui ne sait jamais comment ça va être à la maison exactement. Un état de stress, un état de doute, douter de lui, je suis un bon à rien. Il y a beaucoup de choses à réparer. Tout à fait. Moi-même, je dirais, en lisant ces derniers temps pour mon cours d'anthropologie biologique, où on parle beaucoup d'épigénétique, puis de voir en fait les effets des grands traumatismes qui peuvent arriver, entre autres, on dit les enfants du verglas, les enfants des génocides aussi, qui a carrément une signature génétique là, qui va s'inscrire, qui peuvent les rendre plus vulnérables à des troubles de santé mentale, diabète, asthme, plein de choses différentes. Certainement que, peut-être que ça n'a pas été étudié dans ce cas-ci précisément, mais on peut très bien s'imaginer qu'on parle ici aussi de traumatismes qui peuvent très bien aussi s'être inscrits, comme tu dis, à l'intérieur. Mais oui, j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu de cette déportation qui a été vécue, du moins comme une déportation par les Inuits de Pakwashipi. Peut-être, entre autres, aussi pour voir comment eux-mêmes ont perçu le fait d'être retournés, d'avoir quitté leur territoire, puis comment, après, ils ont peut-être perçu un petit peu ce qui arrivait comme étant lié au fait d'avoir brisé des traditions, pour peut-être mieux comprendre un peu comment ils pouvaient se représenter les choses là, aussi à cette époque-là. Je vous ramène donc à Pakwashipi. Pakwashipi, attendez, je vais retourner à la carte. Pakwashipi, là, c'est la dernière communauté, là, le dernier rond vert, là, près du Labrador. Et c'est eux là, qui ont été sédentarisés en 1972. En fait, les premières maisons descendent en 71, ensuite, après ça, en 72. Et ils perdent leurs enfants à ce moment-là. Au moment où ils rentrent dans les maisons, les enfants sont envoyés à l'hôpital de Blanc-Sablon et ils ne reviennent pas. Et j'ai cherché longtemps à comprendre, pourquoi les enfants tombaient malades. Il y avait pas les maisons étaient sans électricité, c'était chauffé au bois, il n'y avait pas de fosse septique, il n'y avait pas d'eau courante. On me disait, oui, mais les vieux savaient où aller chercher l'eau, c'est pas ça. J'ai cherché toutes sortes d'histoires autour de la maison, de l'état des maisons, est-ce qu'il y aurait eu une épidémie, parce que je ne savais pas encore de quoi les enfants étaient décédés, là. On cherchait, est-ce qu'il y a eu une épidémie ou quoi que ce soit. Et j'ai réalisé, dans le fond, que leur problème provenait du fait qu'ils avaient été punis par le gouvernement. Ils étaient laissés sans service. Pourquoi? Parce qu'on avait tenté de les regrouper dans l'autre communauté verte, là, un peu plus au sud. On voulait regrouper les Inuits de la Basse-Côte-Nord dans la même réserve à la Romaine, qui s'appelle Unamen-Chippewa, la Romaine. On a voulu faire la même chose avec les Anishinaabe. On voulait toutes les emmener à Maniwaki. C'est une histoire de regrouper, c'est pour coûter moins cher, on aurait un meilleur contrôle. Et je vous parle de réserve. À une époque, là, il y a des clôtures autour de la réserve. Là. Et n'entre pas qui veut. Et ne sort pas qui veut non plus.
C'était la GRC qui était là avant, pour surveiller les allées et venues. Ça fait pas si longtemps que ça. Alors, on avait voulu les emmener à Ounamen-Chipou. On les a emmenés en bateau, dans une cale, en bateau, puis ils se souviennent de ça. Ils racontent ça, dans les années 60. Et sauf qu'il y a des familles qui ont décidé de revenir à Pacoashipou. Et ils sont revenus par eux-mêmes, par c'est-à-dire en canot, à pied. Alors, ils sont repartis de Ounamen-Chipou pour aller à Pacoashipou, en disant, on ne peut pas laisser notre territoire. Abandonnés, ils se voient dans un cercle. Ils sont responsables des animaux. Et d'avoir abandonné le territoire, les animaux, c'est comme si on disait à un fermier, là, tu t'abandonnes tes vaches, tu sais. T'en prends plus soin. Ça se fait pas. Ça se fait pas pour eux autres d'avoir abandonné leur territoire et c'était attirer la colère des dieux. Alors, quand les enfants sont mis à disparaître, qu'il n'y ait pas de traces, les plus vieux disaient, c'est la colère des dieux de Papa Cacique, leur dieu à eux. On a abandonné et nous sommes punis d'avoir abandonné notre territoire. Et ça a fait une chape, je sais que j'explique rapidement, mais dans le livre, je t'explique mieux. Ça a fait une chape de plomb parce que les plus jeunes, les mères n'osaient pas parler. C'était une punition de leur Dieu d'avoir abandonné le territoire. Sauf que lorsqu'ils ont décidé de revenir comme ça à Pacoashipou par leurs propres moyens, ça a pris des mois, là, les télégrammes sont faits aller. Hein. Le missionnaire Alexis Jovenot, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui a agressé sexuellement, là, il a envoyé des télégrammes à accompagner l'abbé Dutton en disant « Ne les aide pas, ne leur vends pas de nourriture, donne pas de ration, pas de crédit. » C'était la compagnie de l'abbé Dutton qui tenait un magasin du côté des Blancs. Ne les aide pas. Et là, il y a eu des échanges avec le gouvernement aussi qui disait « On ne donnera pas d'aide sociale. Ce sont des rebelles. » On a retrouvé les télégrammes. On a retrouvé les télégrammes, les échanges. On avait décidé de punir ces gens-là. Pas de service. Rien. Et quand un enfant tombait malade, et les maisons, c'est pour ça que les maisons sont arrivées si tardivement, il fallait que les gens aient de l'autre côté de la rivière, c'est une rivière, mais c'est comme un fleuve, là, et aient demandé de l'aide au village de pêcheurs anglophones de l'autre côté, Sainte-Augustine. Et Sainte-Augustine, avec tout le racisme ambiant de l'époque, là, ça prenait du temps avant qu'on appelle à l'hôpital de Blanc-Sablon pour dire, ben là, il faudrait peut-être venir chercher l'enfant. Bref, ce que je vous raconte, c'est comme ils n'avaient pas de service, qu'ils devaient quémander des services au village de pêcheurs, qui n'étaient pas non plus très fortunés, je dois vous dire. Lorsque les enfants arrivaient à l'hôpital, ils étaient tellement mal en point. On aurait pu les sauver si on les avait emmenés plus tôt à l'hôpital pour qu'ils reçoivent des antibiotiques. Mais ils arrivaient tellement tard. Un médecin que j'ai retracé m'a dit ils étaient... Moribund. Elle m'avait parlé en anglais. Oui, tu te souviens du mot moribund. Puis je suis même allée vérifier. Je disais, est-ce que ça veut dire la même chose en français? Oui, ça veut dire la même chose en français. Quand tu es moribond, c'est que tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Les enfants arrivaient déjà à moitié morts à l'hôpital. C'est ça qui est arrivé à Pacoashipou. Toute la question de la déportation, eux appellent ça déportation. Ils ont raison. Alors, de toute façon, Pacoashipou n'est toujours pas une réserve. C'est un établissement. Mais ils ont quand même un conseil de bande. Ils ont maintenant une clinique de santé. Ils ont une école. Mais c'est extrêmement récent dans l'histoire du Québec. Extrêmement récent. Alors, j'ai cherché longtemps une sorte de raison pour découvrir cette question de la déportation qui m'a... je sais pas, puis moi, je suis allée à Pacoashipou en 76, 77 la première fois, puis les gens ne me parlaient pas de ça. Ils ne parlaient pas des enfants disparus. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant, puis j'habitais, j'étais sur la côte. Hein. Les gens n'étaient pas prêts à parler. À Pacoashipou, à cause de la chape de plomb imposée par les vieux, et la honte de perdre des enfants, la culpabilité. C'est arrivé très tardivement, puis je disais, ils me connaissent pourtant. Mais à partir du moment où ils ont décidé de parler, ils savaient que c'était pour être rendu public. Et ils voulaient réparation, et la loi 79 est venue comme une réparation. On est en train de l'appliquer, là. J'aurais, moi, une dernière question. Bien, je pourrais en avoir d'autres aussi. Mais je laisserai la parole ensuite à d'autres personnes. Donc, ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez vous préparer à vous diriger vers les micros. Une question, en fait, je voulais savoir, on voit justement dans l'ouvrage les différences entre les générations. Et puis, est-ce que cette nouvelle génération-là, les jeunes, là, maintenant qu'on voit, là, ou les jeunes générations actuellement, est-ce que tu dirais qu'ils suscitent de l'espoir quand même dans leur façon d'aborder tout ça, de vouloir
se guérir, de lever le voile sur ces drames-là du passé, puis Ah oui. Ben, ils sont beaucoup plus revendicateurs. Oui. Mais c'est ça, mais souvent on dit si on répare pas, là, puis s'il y a pas de, si on fait pas des, je parle pas de réconciliation, mais si on répare pas, là, ça va aller mal parce que ils vont se lever, là, ils vont se lever, puis ils vont avoir des gestes beaucoup plus radicaux. Radicaux, c'est certain, parce que d'abord là ils vont à l'école en français ou en anglais, dépendamment des communautés, donc ils possèdent bien la langue seconde. Ils savent très bien ce que c'est qu'Internet. Là. Ça dépend des communautés. Les communautés, là, c'est tellement tardif, là, mais ils ont quand même tous leur téléphone cellulaire maintenant. Ils savent comment ça fonctionne. Ils sont capables de s'exprimer. Ils connaissent leurs droits. Et il y a eu des décisions aussi de la Cour suprême, très importantes quand même ici, au Canada et au Québec, pour la reconnaissance de leurs droits. Fait que c'est plus la même chose du tout. C'est plus du tout la même chose. Ils ont pris la parole. Mais il y en a il y a encore beaucoup de consommation de drogue. Il y a beaucoup de consommation. Pour ceux qui ne peuvent pas agir, évidemment, ils tournent ça contre eux. Oui, c'est ça. Comme c'était bien dit aussi dans l'extrait lu, là, les gens à l'époque ne criaient pas, ils se tuaient. Là. Ouais. Le taux de suicide est, comme vous le savez, important. Très élevé, oui. Alors, j'inviterais en fait les gens qui ont des questions à se présenter à l'un ou l'autre des deux micros. Et comme je disais, n'hésitez pas. Je vais vous mettre le rire. J'aime les filles. Valérie? Alors, bonjour, Valérie Blanche, je suis enseignante en histoire. J'ai plein de questions, mais je vais me contenter d'une seule pour laisser la place à d'autres personnes. En fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout votre rapport avec M. Lafrenière puis avec le gouvernement, parce qu'il refuse de reconnaître le racisme systémique, parce que le reconnaître, ça serait d'agir. Puis là, il y a quand même une loi, comme vous disiez, la loi 79. J'aimerais savoir, dans les faits ou dans vos... Peut-être que vous ne pouvez pas répondre, là, mais dans vos rapports plus intimes avec eux, est-ce qu'il y a une certaine reconnaissance, justement, de ce racisme systémique-là, sans nécessairement nommer le concept, là? Lorsque le ministre Lafrenière m'a abordé, puis justement, on a eu des discussions, puis j'avais dit, vous savez, moi, je crois qu'il y a du racisme systémique. Et je l'ai déjà dit. Et si on me pose la question, si j'accepte le poste et qu'on me pose la question, si je crois qu'il y a du racisme systémique, je ne pourrais pas dire le contraire de ce que je pense, de ce que j'ai déjà dit. Et il m'a répondu, c'est bon pour moi. C'est parfait. Et effectivement, les journalistes m'ont posé la question et j'ai répondu que oui, je considère qu'il y a du racisme systémique. Alors, évidemment, je suis une conseillère, je ne suis pas une employée, puis je ne suis pas une élue de la CAQ, puis je ne suis pas une employée non plus du gouvernement, je suis vraiment une conseillère spéciale. Puis alors, à partir du moment où il me permettait de dire ce que moi je pense, j'ai dit, OK, je vais de l'avant. Je crois que c'est le premier ministre qui a la difficulté. Parce qu'au sein du secrétariat aux affaires autochtones, d'où je relève quelque part, là, on agit, c'est ça. Parce que, je disais, oui, le racisme systémique, on ne le reconnaît pas comme mot. Et je n'ai pas envie de rentrer dans un débat de mots, mais si on n'agit pas, tu sais, mettons le contraire. Oui, on reconnaît qu'il y a du racisme systémique, mais on ne fait rien, on n'est pas plus avancé. OK, le gouvernement ne le reconnaît pas, mais il y a la loi 79 qui est là, et les Autochtones sont d'accord. Awashak a suivi les travaux, la commission parlementaire, et ils m'ont dit, oui, c'est bien, on va de l'avant. Moi, s'ils n'allaient pas de l'avant, je n'allais pas de l'avant. Alors, on agit. C'est ça qui est important pour moi. Trudeau a reconnu qu'il y avait du génocide envers les Autochtones au Canada, mais, boy, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Alors, on est dans l'action. Ça fait qu'il y a de l'action de la part du gouvernement, peut-être pas tout ce qu'on veut, mais il y a de l'action. Et on me laisse libre de dire ce que je pense. Vous savez que le racisme systémique, quand je suis allée sur la Basse-Côte-Nord, on a fait des entrevues aux radios communautaires, dans toutes les radios communautaires. C'est extrêmement important pour eux, puis c'est des entrevues qui durent, ça. C'est pas des entrevues comme à Radio-Canada, 1h30 de temps là, à parler au micro. Et là, les interprètes me disaient, on n'a pas de mots pour ça. Racisme systémique, on n'arrive pas à le dire, on est nous. Comme sécurisation culturelle, un terme que j'essaie de ne pas utiliser, mais qui revient beaucoup dans la bouche de gens qui sont de bonne foi, là. Mais ils disaient, on n'est pas capable de traduire ça, on n'arrive pas à traduire ça.
Alors, ça m'a un peu rassurée parce que, oui, il y a du racisme. Systémique, certainement. Mais agissons. D'autres questions? OK. Je voulais savoir, parmi genre les 200 enfants qui ont disparu, est-ce qu'il y en a déjà une qui est revenue au moins de l'hôpital ou quelque chose de même? Ou aucune n'est jamais revenue? Bien évidemment, s'ils sont disparus, c'est-à-dire que oui, il y a Diane Petitcoué, puis je pensais que j'avais mis une photo pour vous d'elle, puis je sais pas, ça a disparu, là. Alors, on a retracé Diane Petitcoué, qui a été longtemps à l'hôpital, mais elle est revenue vivante. Et on sait qu'il y en a d'autres qui ont été adoptés. En fait, ceux qui sont revenus vivants, c'est qui ont été adoptés, là. Avec un consentement plus ou moins éclairé de la part des parents. Il y a eu des adoptions privées, organisées par des congrégations religieuses, beaucoup, là, dans ces communautés-là. C'était pas le service là, d'adoption, là, comme on le connaît aujourd'hui. Alors, il y a quelques enfants comme ça qui ont disparu une fois lors d'une évacuation médicale, mais qui sont vivants. Mais comment on commence les travaux, là, je pourrais pas te dire combien. Là, c'est au compte-gouttes, là. Moi, je connais 2 cas, pour le moment. La plupart sont décédés. Les gens ont de la difficulté à accepter l'idée. Ils disent, parce qu'en même temps, c'est ça. En même temps, l'enfant disparaît, il s'en va à l'hôpital, mais il est encore sur la liste du ministère des Affaires indiennes, où les parents reçoivent encore la carte soleil. Ils reçoivent la carte soleil, mais il est mort ou il n'est pas mort? Il est où? Il y a beaucoup d'espoir de la part des familles que certains enfants soient encore vivants. Pour le moment, ce qu'on trouve, c'est surtout des enfants décédés. Mais on retrouve où ils sont, ce qui n'est pas rien. J'aimerais ça savoir, dans le reste du Canada, est-ce que c'est la même chose qui est arrivée? Bien, on le sait pour les pensionnats, mais est-ce que c'est la même chose qui est arrivée suite à un transfert à l'hôpital, les enfants ont aussi disparu? Bonne question. Et bonne question. C'est probablement. Je pense à l'Ontario. Là, il y a tellement de communautés dans le nord de l'Ontario où il n'y a pas de route, où les enfants ont été envoyés seuls comme ça. Mais le Québec a plus longtemps que les autres provinces envoyer les enfants dans les grands hôpitaux, les hôpitaux des grandes villes, seuls, sans escorte, ou sans les parents. Les autres provinces ont beaucoup plus rapidement que le Québec mis en place un système où les parents pouvaient accompagner l'enfant à l'hôpital. Ici, ça a été jusqu'à tout dernièrement, là, il a fallu un collectif de médecins pédiatres, pour faire des pressions de façon... pour faire en sorte, parce que chez les Cris, les Inuits, les enfants arrivaient encore seuls à l'hôpital. Alors, un enfant qui arrive seul à l'hôpital, qui hurle de douleur ou tout simplement de peur, puis que les médecins n'arrivent pas à comprendre d'abord, tu sais, quelle langue il parle, puis qu'il a mal où, tu sais, puis c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui s'est passé avant, c'est quoi ses antécédents, c'est difficile de les traiter. Alors, il y a un collectif de médecins, dont Samir Hussein, qui est un pédiatre au Montreal Children, qui ont mis sur pied, justement, des médecins qui ont mis sur pied un comité et qui ont obtenu que les parents puissent accompagner les enfants lors des transferts comme ça en avion. Et on disait, il n'y a pas de place. C'est pas vrai, il y avait de la place. C'est juste plus compliqué d'admettre un parent. Et donc, c'est encore, je crois que c'est 2018 qu'on a mis fin à ça. Alors, les autres provinces ont mis en place donc un système où il y avait escorte, où les parents pouvaient escorter les enfants beaucoup plus tôt. Mais je suis certaine que si on remonte dans les années, on retrouverait la même situation. Sauf que la loi, c'est une loi québécoise. Et puis, il faudra voir pour la suite du monde. Bonjour. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'anthropologie, puis beaucoup aussi pour la cause des Premières Nations. Mais je me demandais comment est-ce qu'on pouvait... vous, comment est-ce que vous faisiez quand vous entendiez toutes ces histoires-là pour comme vivre avec cette culpabilité-là?
aussi, comme, mettons, je suis déjà allée genre à Wemotaci ou à Waskaganish. Puis je trouvais que c'était comme difficile un peu d'avoir des conversations, des relations, comme autant de mon bord que du bord des Autochtones. Oui, il y a plusieurs questions. Moi, je disais aux journalistes là, que j'ai formés par la suite, là, j'ai fait de la formation pour les journalistes qui font du reportage en milieu autochtone. Je vais d'abord répondre à ça, puis je leur dis, puis je dirais la même chose pour les anthropologues, c'est pressez-vous, mais lentement. Ça prend du temps pour rentrer dans les maisons puis dans les cœurs des gens. Ça prend du temps. On ne peut pas faire ça en criant en ciseaux. Là. Il faut vraiment se rendre, montrer ce qu'on a dans le ventre, prendre le temps d'écouter. Puis je dis aux journalistes, surtout les journalistes sont tellement pressés, là. Allez-y sans caméra, sans calepin, apporter du bon thé, du bon chocolat, puis aller placoter avec les femmes ou avec les vieux, ou aller à la maison des jeunes, mais prenez du temps. Pour l'anthropologie, il y a tellement de travail à faire. Nous, on cherche juste dans l'application de la loi 79 avec l'association Awashak, on se dit, il y a des recherches qui devraient être faites, puis qu'il faudrait il y a des chercheurs, il y a d'universités là, qui se joignent à nous. Sauf que les protocoles ont changé. Moi, à l'époque, l'anthropologue qui débarquait dans une communauté puis qui faisait une description de, je sais pas, des liens familiaux ou peu importe, là, de la méthode de justice, ça n'existe plus, ça. Il y a maintenant des protocoles de recherche qui ont été établis par les associations. L'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador a mis sur pied un protocole de recherche. Quand il y a un anthropologue qui veut faire une recherche dans une communauté ou dans une nation, il faut qu'il passe par ce protocole-là. Il faut que ça soit accepté. Les Inuits ont fait la même chose. Ils ont des protocoles de recherche. Alors, il y a de la recherche à faire, mais en lien avec les Autochtones. Moi, j'ai été chanceuse. À l'époque, comme j'ai travaillé pour le Conseil Atikamekw-Montagnais, finalement, ma thèse a servi par la suite, parce que j'avais un lien déjà avec eux. Mais l'anthropologie a changé. Elle se fait avec les Autochtones. Il faut prendre contact avec les associations. Il y a des tas de sujets qui devraient être faits, de recherche. Ils n'ont pas les sous pour le faire. Ils n'ont pas les moyens. Il y a de plus en plus d'universitaires parmi les Autochtones. Mais tu sais, je pense à Suzy Basile, là, à l'UQAT. Et on a du travail à faire. Là. Puis on se dit, as-tu des étudiants qui seraient prêts à entreprendre des recherches liées à Awashak? Alors, il y a du travail à faire. Il faut juste persévérer, prendre le temps. T'sais, on est souvent pressé, mais ça prend du temps. Puis, arrive pas avec les mains vides. Amène des affaires. Non, mais j'ai rencontré dernièrement là, une dame qui était de passage à Montréal. Elle a perdu sa sœur. Puis, je peux pas faire ça au téléphone. Faut se rendre sur place, prendre un thé. J'ai apporté une compote de pommes que j'avais fait. Puis, juste... se montrer comme humain. Puis après ça, on est dans la recherche. Après ça, on ne parle plus affaires. Mais ça prend un certain temps. Et pratiquer l'autodérision, je vous le dis, non? Si vous êtes capable de rire de vous devant eux, là, c'est une clé extraordinaire. Merci. Ça a l'air ridicule, hein, mais c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment, le rire, là, de pouvoir dire, ah ben oui, tu sais. Ils ont tellement ri du fait que je portais du rouge à lèvres. Là, puis là, alors, tu sais, je leur fais des blagues, mais ils me racontent des choses encore aujourd'hui. Ils me racontent... à un moment donné, j'étais à Natashquan. Puis on avait pris la rivière, on est allé camper, et je trouve des têtes de violon. Hein? Bon. Mais on est dans les années 70, à ce moment-là. C'était pas très connu. Puis je disais, ah, c'est bon, ça peut... On manquait beaucoup de légumes. Il n'y a pas de route, le bateau arrive une fois par semaine. Les légumes et les fruits coûtent très cher. J'en achetais pour la famille, ils sont nombreux, c'est partagé. Le sac de pommes disparaissait dans la journée. Alors, on va cueillir les têtes de violon, puis ça va être bon. Je vais vous cuisiner ça quand on va arriver à la maison. Puis là, je leur cuisine les têtes de violon. Puis là, ils mangent, puis pas beaucoup de commentaires. Mais des années plus tard, puis c'était lors des funérailles, je vais aller aux funérailles d'un homme qu'on appelait mon père adoptif. Parce que comme j'habitais dans les familles, j'ai des parents adoptifs qui ont mon âge, là, mais des parents adoptifs dans plusieurs villages. Puis là, ma mère adoptive, elle me disait, « Te souviens-tu que tu nous as fait manger de l'herbe? » Là, tu sais, Puis là, on riait tellement fort, j'étais gênée parce que les funérailles avaient lieu dans la maison, tu sais. Puis là, elle me disait, « Puis le griot jaune. » Je dis, « Ah, c'est pas vrai. » Puis là, on se met à rire parce que à Natashquan, ils font du griot le matin. Moi, j'aime beaucoup le griot, mais j'aime ça avec du sucre. Et là, je la vois préparer son griot. Puis là, elle ouvre un sachet de soupe poulet aux nouilles. Mais ça, un griot.
Ils appellent ça du gruyot jaune. C'est ce qu'ils font. Ils font ça encore aujourd'hui. Puis je lui dis, oh mon Dieu, ce qui elle dit, écoute, t'aurais dû te voir la face. T'sais, puis ils rient encore de ça aujourd'hui, de mes travers, puis quelle face j'ai faite. Et il faut se trouver des sujets comme ça pour rire avec les gens. Puis l'autodérision, ça fonctionne très, très bien. Puis on a tous des façons de faire qui sont différentes, puis qui peuvent être drôles pour eux. Ça, c'est certain. Oui, j'ai une autre question, en fait, sur la mobilisation, parce que là, on voit justement que maintenant, c'est plus facile de communiquer, ne serait-ce que par Internet, puis la jeune génération est très active sur les réseaux sociaux. Là. Je pense à Mélissa Mollin-Dupuis, à Maïté Labrecque-Saganache. Mais en fait, ma question, ça porte plus sur les générations les générations qui n'est pas la jeune génération, mais plutôt sur la mobilisation de justement ces parents, de ces femmes-là. Est-ce que ça passe, parce que je sais que le conseil de bande est quand même discutable dans certaines communautés. Là, c'est pas tout le monde qui adhère nécessairement à cette institution-là, qui est une institution coloniale, qui a été créée avec la loi sur les Indiens. Donc, est-ce que la mobilisation, elle passe par justement l'organisation des femmes? Puis, si oui, par quels moyens? Puis, ou sinon, est-ce que ça passe vraiment plus par justement le conseil de bande? Est-ce qu'il joue un rôle là-dedans? Ou... Oui, les conseils de bande, vous avez raison, hein, c'est une institution coloniale. Hein, on l'a imposée, et puis même chez les Mohawks, on l'a imposée de force. Il y a eu mort d'homme, là, parce qu'on refusait l'imposition d'un conseil de bande parce qu'ils avaient leur propre mode de leur propre politique. Les conseils de bande sont extrêmement importants, mais là, voyez-vous, les femmes s'en viennent au pouvoir. C'est une femme qui représente les Autochtones du Canada, dans l'Association des Autochtones du Canada. C'est une femme maintenant qui est au pouvoir au Grand Conseil des Cris. C'est une femme qui a été élue aussi chez les Naskapi à Kawawashikamak. C'est une femme qui a été élue à Ganawagé. Alors, les femmes sont en train d'investir ce pouvoir qui n'est pas traditionnel, mais qui est imposé, mais qui existe, et c'est celui que le gouvernement reconnaît. Évidemment, il y a des variantes. Hein. Chez les Mohawks, les femmes sont extrêmement importantes et organisées dans les longues maisons. Chez les communautés qui étaient plus nomades, donc dans la grande famille algonquienne, les femmes sont importantes, mais elles ont pris du temps avant de s'investir dans le mode de la politique, le pouvoir. Là. Mais elles sont en train de le faire. On le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Il y a d'autres structures qui existent. C'est drôle, dernièrement, je parlais au ministre, on a des rencontres régulièrement, puis je disais, permettez-moi ma petite minute anthropologique, je l'appelle comme ça, là, parce qu'il me dit, vous pouvez me conseiller sur d'autres affaires que la loi 79. Et je sais qu'il y a des négociations avec les Atikamekw pour la coupe forestière, puis je disais, il y a la grogne, si vous ne pouvez pas imaginer. Faire une histoire courte, et disait, là, c'est rendu qu'il faudrait parler aux chefs de territoire. Les gardiens de territoire. J'ai dit, c'est extrêmement important. Chez les Atikamekw, les gardiens de territoire, les Tarragons, sont extrêmement importants. Et un chef d'un conseil de bande ne peut pas passer outre cette structure-là, qui n'est pas reconnue. Et je lui disais, la Convention de la baie James, quand on a négocié la Convention de la baie James, le Grand Conseil des Cris s'est organisé pour faire affaire avec, justement, eux, ils appellent les Tallyman, hein, avec ces chefs de territoire. Donc, les chefs de clan, appelons-les comme ça. Donc, ce sont des structures que le gouvernement ne reconnaît pas, mais qui existent en réalité. Et s'ils sont intelligents, ils vont les utiliser pour obtenir un accord, évidemment, qui serait respecté par toute la population. Alors, ça m'amusait parce que je disais, les femmes dans les communautés du Nord, moins organisées que le Sud, mais elles s'en viennent au pouvoir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Là. C'est une femme chez les Cris, une femme chez les Naskapi, là. Et on voit déjà... Il y a des femmes aussi qui sont chefs... il y en a deux chefs chez les Anishinaabe. Et elles voient... Et le gouvernement le disait, on voit déjà la différence. Elles parlent beaucoup plus de culture, de logement. Le terre-à-terre. On a besoin de logement. La culture, la langue. On voit déjà un changement. Merci. On aurait encore du temps pour quelques questions. Oui, allez-y. Moi, je peux vous parler pendant des heures, mais ça dépend ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous avez l'impression que les institutions religieuses, ils reconnaissent ça? Je veux dire, moi, par contre, j'ai comme une marraine qui est religieuse et ils m'ont toujours raconté genre des belles choses, comme, je veux dire, comment ils faisaient la catéchèse aux Indiens, tout ça. Genre, j'ai pas l'impression que
ils s'en rendent compte. Moi, je ne veux pas la demander, mettons, le fait que tu donnes des cours de catéchèse alors qu'eux, ils coiffent plus, sont plus animés avec la nature, tout ça. J'ose pas les demander, mais j'ai pas l'impression, genre, mettons, elles s'en rendent compte vraiment, genre, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je veux pas trop, même quand je vais à l'église, genre, il y a eu toute cette situation, jamais le prêtre a pris la parole, genre, pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et genre, j'ai pas l'impression qu'ils reconnaissent. Oui, Trudeau a reconnu, mais pas les institutions religieuses. Genre, j'ai l'impression qu'ils se cachent parce que c'est pas bien qu'est-ce que les missionnaires ont fait en même temps, les prêtres. Mais tu sais, ces religieux-là font du prosélytisme. Alors, ils sont convaincus de du bien qu'ils apportent, c'est sûr. Et les missionnaires Oblats, la congrégation des Oblats, on avait donné aux Oblats la tâche de christianiser et de civiliser les Autochtones du Canada. Ils sont à l'origine de la plupart des pensionnats. Et ce sont souvent des congrégations religieuses du Québec qui ont aidé les Oblats à tenir les pensionnats. Et les missionnaires Oblats, moi, me causent énormément de problèmes. Ils n'ont jamais voulu me parler, ça, c'est certainement. Jamais voulu me parler. Extrêmement réticents. Il y a un gros recours collectif qui a été déposé, une action collective qu'on dit maintenant, qui a été déposée et acceptée par la Cour, parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont été agressées sexuellement par les Oblats. Et les Oblats ne sont pas très coopératifs. Ne sont pas coopératifs. Pas du tout. Mais ça, c'est la congrégation. Hein. Chacun des individus à l'intérieur, ben non, évidemment, ça dépend des individus. Moi, lorsque j'ai fait la recherche pour les 10, quand j'ai retracé 10 Oblats qui avaient agressé sexuellement, il y en a 3 qui étaient encore vivants. J'ai parlé aux 3. Et ils ne reconnaissent pas. Non. Ils ne reconnaissent pas. Et même Monseigneur... qu'est-ce que je... c'est parce qu'il y a eu un Monseigneur Couture. Non, mais le prêtre Couture, qui est à Wemotaci, qui a agressé sexuellement des garçonnets, là, et qui a été reconnu coupable. Et encore aujourd'hui, il me dit, je faisais des jeux avec les enfants. C'est comme ça qu'il appelait ça. Des jeux. Je buvais, puis là, il y avait des jeux avec les enfants. Et quand je lui disais, oui, vous savez, ils aimeraient avoir des excuses de votre part. Ben, c'est ça. Ma marraine, elle me raconte des belles choses qu'ils ont fait avec. Mais, genre, mais chacun des individus, j'imagine qu'il y en a qui ont réfléchi depuis, certainement. Mais c'est l'institution. Il faut que l'institution, la congrégation des Oblats devrait prendre position. Mais ils ont des avocats qui leur disent de ne pas reconnaître ça. Hein, une question, évidemment, de poursuite et de sous. Puis là, on va le voir avec le pape qui est supposé venir et peut-être faire des excuses. Merci. D'autres questions? Je voulais vous mettre le rire, justement, pour vous dire, oui, il y a de la noirceur, oui, c'est dur, oui, on est dans des luttes coloniales, c'est terrible. Et la petite histoire qu'on a avec les Autochtones, on ne la connaît pas beaucoup. On ne sait pas... il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, là. Mais il y a quand même les rires. Il faut s'accrocher à ça. Moi, je me suis accrochée à ça. C'était une des questions que je posais, parce que moi, il y a des gens qui m'ont parlé puis qui continuaient à m'appeler après puis qui me disaient « je vais pas bien », puis j'ai envie de me suicider. Puis là, je disais « oh, attends une minute, là, il est 4 heures du matin, je vais appeler telle autre personne que je sais qui habite dans la communauté qui va aller te voir, puis on va essayer de te trouver un médecin. » Donc, une tâche qui relève même pas du journalisme ni de la conseillère, mais que je fais parce que je suis une personne humaine et que j'ai réveillé des douleurs puis que je peux pas l'abandonner comme ça. Et là, je me disais « mon Dieu, à quoi je me raccroche? » Alors, il faut s'accrocher au rire. Il faut s'accrocher au rire. Puis moi, de façon très, très égocentrique, comme j'ai des petites filles maintenant, j'ai un petit garçon, mais il est ado, ça fait que c'est autre chose, mais les petites filles, je vais chercher mes petites filles pour aller jouer dehors, faire alors dans le bonheur d'être avec un enfant et dans la spontanéité de l'enfant qui me ramène sur terre, parce qu'on ne peut pas toujours être dans la douleur puis entendre les histoires. Parce que dans le livre, j'ai mis quelques histoires, puis à un moment donné, je me disais, est-ce que j'en mets plus? J'en mets pas assez, alors... Trop, c'est comme pas assez. Je veux en mettre assez, suffisamment pour qu'on comprenne qu'il y a là un système, que c'est pas juste des individus qui n'ont pas pu prendre soin de leur enfant, mais pas trop non plus, de façon, on ne peut pas écœurer le lecteur. Là. À un moment donné, on a compris, là, ça suffit. Mais moi, mon service juridique, quand j'étais à Radio-Canada, m'obligeait pour chacun des prêtres Oblats, par exemple, pour pouvoir le nommer, parce que je voulais les nommer. C'est pas tous les Oblats qui ont agressé sexuellement. Ceux qui ont agressé sexuellement, je voulais pouvoir mettre le nom. Mais mon service juridique m'obligeait à avoir plusieurs cas pour chacun des prêtres. Pas qu'ils soient nécessairement à l'écran,
On ne veut pas nécessairement mettre tous les cas à l'écran dans un reportage télévision, mais il faut les avoir, ces cas-là, dans notre poche arrière si jamais ils nous poursuivent. Alors, j'en ai entendu des histoires. Et à un moment donné, on choisit celles qui peuvent faire comprendre, qui nous font avancer. Mais il y a des horreurs. Mais là, moi, je fais que les entendre, je ne les ai pas vécues. Et aussi, à chaque fois que je voyais une personne me raconter, soit pour l'enfant ou une agression sexuelle, souvent, ça se terminait par « Je suis donc content d'avoir enfin pu parler. Mon sac à dos est beaucoup plus léger. Je passais à autre chose. » Et là, dans ce processus-là de parole, il passait de victime à survivant. Ce ne sont plus des victimes, ce sont des survivants. Et il y a des gars qui me disaient, il faut que j'arrive à me pardonner. Puis je dis, te pardonner? Moi, je disais, pourquoi te pardonner? D'arriver justement à passer à un autre statut que celui de victime. Je suis un survivant et il ne m'a pas respecté. Et là, est-ce qu'on veut aller... C'est rare que les Autochtones vont aller poursuivre. D'ailleurs, on les entend parler de réparation, réconciliation. Est-ce que vous avez entendu parler de vengeance? Est-ce que les chefs autochtones, on entend parler de vengeance? Moi, j'entends jamais ça. Jamais. Des fois, j'aimerais ça qu'ils soient un peu plus... je leur dis ce que je connais. Non, mais tu sais... Non, c'est pas leur façon d'être. C'est pas leur façon d'être. J'ai jamais entendu ce mot-là. Mais alors donc, de faire en sorte qu'ils puissent passer à un statut de survivant et que leur histoire soit connue, puis ils me disaient, nos voix sont entendues. Bon, un jour, ils pourront parler, puis ils seront entendus, ils n'auront pas besoin d'un intermédiaire comme moi. En attendant, je suis là. Puis vous êtes là aussi, hein, pour lire, raconter, partager. Il faut que les gens sachent. Sinon, je vais aller faire du ski. Non, mais, parce que mon chum me disait, tu sais, t'es à la retraite, tu sais. Oui, mais il y a tellement encore de choses à faire. Et si je peux être utile encore, faisons-le. Et c'est pour ça qu'au-delà de la sémantique de tous les mots, moi, j'y tiens beaucoup, parce que sur des plateaux de Radio-Canada, j'ai maintenu, lorsqu'il y a eu les audiences concernant les femmes autochtones assassinées, puis de parler de génocide. On est dans le génocide. Et puis les patrons me disaient, oui, mettez-moi dehors si vous n'êtes pas content, mais moi, si vous m'emmenez comme journaliste qui connaît, je crois qu'il y a du génocide. Je crois qu'il y a du racisme systémique. Mais au-delà des mots, il faut agir. Il faut agir. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est pour ça que le livre, moi, dans le fond, ce que je veux, c'est que vous le lisiez, que vous compreniez que quand vous allez sur la Côte-Nord, si vous prenez des vacances, arrêtez à Pessamit, prenez le temps, ou à Mingan, il y a un magnifique musée, allez parler avec Rita Mestococho, qui est une artiste, prenez un thé, ils ont toujours du thé, prendre le temps de parler, prendre du temps dans une ouverture. Et c'est ça que l'anthropologie m'a permis aussi dans tous mes reportages. J'ai fait toutes sortes de reportages. À un moment donné, j'en avais assez des reportages comme ça, justement, des agressions. Puis là, j'aimais ça faire des reportages sur des voyous comme SNC-Lavalin. C'est parce que j'ai fait beaucoup de reportages concernant la corruption qui existait au sein de SNC-Lavalin. Je suis allée en Libye, en Tunisie, en Algérie, pour parler de comment ça fonctionnait. Puis j'aime ça, faire ce genre de choses-là, parce que je ne pleure pas sur leur sort. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Si on payait, ils ont fait un pot de vin, celui qui reçoit un pot de vin de 2 millions, il est responsable de ces actes-là, lui. Celui ici, là, qui était le chef de la Société des ponts Champlain, Jean Cartier, qui a accepté un pot de 22 millions pour donner le contrat de réfection du pont Jean Cartier à SNC-Lavalin, il ne me fait pas pleurer. Et d'ailleurs, à la suite du reportage, il y a eu des accusations, il a été trouvé coupable. Mais quand on parle d'humains qui souffrent, c'est autre chose. Alors, il faut, comme être humain, faire attention. Là. On ne peut pas toujours être dans la douleur. Mais il faut accepter d'entendre la douleur. Tout à fait. Une dernière petite question. Oui, OK. En fait, bonjour, je suis employée du Cégep. C'est pas une question, c'est... j'ai manqué le début de la conférence, dommage, mais peut-être vous l'avez... Elle est enregistrée? OK, non, mais peut-être vous l'avez déjà souligné, le fait que ce sont des peuples qui ont perpétué leur tradition malgré tout ce qu'ils ont vécu, qu'on a essayé de leur arracher. Ils ont toujours gardé leur tradition, qu'ils ont perpétuée, et la langue aussi. Difficilement. Les Hurons, les Wendat ne parlent pas vraiment Wendat. Les Mohawks récupèrent la langue. Là.
c'est compliqué, hein, la sédentarisation, enfin, c'est le rouleau du colonialisme, l'école qui se fait dans leur langue seconde, hein, c'est sûr que c'est comme un rouleau compresseur sur la culture. Mais les Atikamekw, 95% des Atikamekw parlent leur langue. 95% des Atikamekw parlent couramment leur langue. Oui, absolument, oui. Et les Inuits, la Basse-Côte aussi. Alors, évidemment, si on parle de Uashat, vous savez, je ne vous ai pas dit ça, moi, j'ai maintenant des petits-enfants autochtones, Inuk et Innu. Et je trouve ça dommage. J'ai une de mes petites filles, là, elle ne parle plus, elle ne l'apprend pas, l'Innu. Là, ça me crève le cœur, tu sais. Mais elle va dans une école en français. C'est difficile. Quand les parents, une famille qui est ici, là, puis vivent à Montréal, là, c'est compliqué. C'est compliqué quand on vit. D'ailleurs, vous allez voir, il y a beaucoup d'Autochtones dans les villes, beaucoup à Montréal. Il n'y a pas que des itinérants là, à Montréal. Il y a des gens qui passent inaperçus, mais il y a beaucoup de gens à Montréal, à Québec. Quand on regarde les pourcentages là, d'Autochtones qui vivent hors réserve, c'est la moitié des Premières Nations vivent en dehors de leur communauté. On a un travailleur social ici, nous, Vincent Roberge, qui est Innu. Ah oui? Oui, la moitié. Puis des fois, ils sont ici pour le travail, les études, parce qu'ils ont marié quelqu'un ici, c'est sûr. Là. Et de conserver la culture dans ce cadre-là, quand on vit dans un milieu urbain comme ça, c'est pas toujours évident. Là. Mais chez les Atikamekw, ils me font rire. Ils me disent « Oui, il faut que tu viennes à notre réunion. » Là, ils parlent tout en Atikamekw. Je comprends rien. Je parle un peu Innu. J'ai appris l'Innu et Moun. À l'époque, Joséphine Bacon, la poétesse, là, elle a enseigné à l'université, elle m'a enseigné dans les années 70 l'Innu, puis j'ai repris des cours par la suite, mais c'est une langue complexe. Et quand on ne pratique pas, c'est pas évident. Mais l'Atikamekw, c'est apparenté, mais je le comprends pas. C'est apparenté comme l'espagnol et l'italien peuvent l'être avec le français, mais je n'arrive pas à le comprendre. Puis ils me font rire parce qu'ils parlent tous en Atikamekw, là. C'est courant. Ils penseraient même pas le faire en français. Et c'est correct. Bien, merci beaucoup, Anne. Merci pour ta présence et toute la générosité aussi. On va continuer à te suivre. Le temps nous manque. Je pense qu'il reste 10 minutes avant que peut-être certains étudiants retournent à d'autres...